Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir Stéphane Bouchard, que vous connaissez certainement tous. Alors, Stéphane, donc bonjour à toi, très heureux de te voir. Et donc, tu es professeur au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université de Québec en Outaouais. J'espère que je le fais bien. Tu es titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique. Tu es professeur et chercheur au CIS de l'Outaouais. Donc, tu es très connu puisqu'on peut considérer que tu as été le promoteur, ou en tout cas l'un des grands promoteurs de la psychologie clinique avec une approche aussi scientifique. Donc, je suis vraiment ravie de t'accueillir et que tu me fasses l'honneur et tu nous fasses à tous l'honneur d'être parmi nous. Alors, c'était prévu au départ en présentiel, mais bon, voilà, des éléments indépendants de nos volontés en ce moment font que les choses sont un peu compliquées, mais nous espérons un jour avoir le plaisir de t'accueillir, incarné, on va dire, dans l'Institut de psychologie et dans nos laboratoires. Donc, je te laisse la parole et puis je reviendrai vers toi pour les questions. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, bonjour aux gens de l'audience. Il y a des personnes que je connais. Je regrette d'avoir manqué certaines de vos présentations et j'aurais sincèrement préféré être avec vous dans la salle plutôt qu'à distance, même si c'est sur la réalité virtuelle et qu'on dit que le virtuel, c'est très bien. Être en présentiel, c'est malgré tout encore mieux. Et donc, merci pour la présentation. J'ajoute quelques ingrédients peut-être qu'on avait discuté avec Pascal. Je fais ma déclaration de conflit d'intérêts. Je suis également président d'une société qui distribue des environnements de réalité virtuelle. Les premiers environnements que nous avons développés au laboratoire étaient gratuits, mais il n'y avait pas de suivi pour aider les gens pour s'en servir. Donc, on a fondé une société qui est en fait une spin-off de l'université. Et les profits sont redistribués par la suite. Mais quand même, donc voilà. Et puis, je m'intéresse à la réalité virtuelle depuis 1999, pour être exact. Donc, oui, ça fait longtemps. Au début, on croyait que c'était un peu de la science-fiction ce que je faisais, d'où les images au-dessus, alors que maintenant, c'est bien intégré à ce qui se fait en psychologie, comme on le voit. Donc, rapidement également dans l'introduction, depuis 1999, on fait de la recherche dans le domaine et on développe les environnements virtuels, on les teste, on les met en marché, comme j'ai mentionné, vraiment dans une logique de dissémination des connaissances beaucoup plus qu'autre chose, mais quand même. Donc, on utilise différentes techniques au laboratoire. On a une voûte immersive, on fait de la réalité augmentée, on a des visiocasques, différents trucs que vous avez entendu parler. Je regarde le programme depuis ce matin. Je ne vais pas répéter les choses. Je vais quand même me permettre de reprendre une définition tout simplement pour être à la page, sur la même page que tout le monde. J'aime bien la définition. En fait, je préfère la définition de Philippe Fuch et de Alain. Dans le bouquin, dans le manuel, dans le traité de la réalité virtuelle, où on définit la réalité virtuelle comme l'utilisation de l'informatique et d'interfaces en vue de simuler le comportement d'entités en 3 dimensions, et le tout dans un contexte d'immersion. Donc, cette notion de simulation, d'interaction est fondamentale. Ça nous permettra de faire la différence, par exemple, entre lorsqu'on parle de réalité virtuelle et puis lorsqu'on parle de photo 360. Est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Est-ce que les jeux sont de la réalité virtuelle? Est-ce que nous, le fait que je sois à distance soit une réalité virtuelle? Il faut essayer de bien définir parce que les éléments clés dans la définition sont beaucoup cette notion d'interaction. Lorsqu'on va au cinéma, ça peut être très captivant, l'image peut être grandiose, mais on n'interagit pas avec l'environnement. La mise en scène fait que dans un film où on doit plonger dans le vide, à 14h54, on plonge dans le vide parce que le film est ainsi fait et on n'y peut rien, alors que lorsqu'on est en réalité virtuelle, si on ne veut pas plonger dans le précipice ou si on veut plonger plus tôt ou plus tard, l'utilisateur, la personne immergée en réalité virtuelle, a la possibilité de le faire quand elle veut. Donc, les premiers environnements de réalité virtuelle étaient beaucoup, comme on le voit, d'images de synthèse, alors que maintenant, oui, on peut voir des trucs en photo 360. L'avantage de prendre des photos 360, c'est que c'est réaliste sur le plan visuel.
Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas beaucoup se déplacer. Si on ne peut pas du tout se déplacer ou faire des rotations de la tête, ce n'est pas du virtuel. Sinon, on est dans une... parce qu'il n'y a pas d'interaction. Lorsqu'il y a de l'interaction, c'est déjà mieux, mais il ne faut pas oublier que j'ai pris ici des photos que tout le monde peut essayer si vous voulez l'expérimenter. C'est pour se donner, pour essayer de partager un peu le vécu de la crise humanitaire en Syrie. Et vous êtes dans des endroits à Alep qui sont catastrophiques, mais on peut, dans l'environnement, les regarder et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a différents niveaux d'interaction. Et il faut bien également, et je sais que ça a été abordé par les présentatrices précédentes, mais bien faire la différence entre l'immersion. L'immersion, c'est l'idée d'être plongé dans l'environnement virtuel, alors que le sentiment de présence, on en reparlera dans un moment, c'est un peu l'idée d'être dans l'environnement, mais c'est ce qu'on ressent. Alors, l'immersion, c'est les stimuli qui nous arrivent comme utilisateurs. La présence, ça fait partie de ce qu'on ressent. Et je fais ici, au fond, un peu d'introduction pour prendre le temps de regarder les applications de la réalité virtuelle dans le traitement des maladies mentales et des neurosciences, bien entendu. Et pourquoi s'intéresser à la réalité virtuelle dans le traitement des maladies mentales, des neurosciences? Parce que c'est un contexte qui est standardisé. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que on est capable, grâce à la technologie, de créer un contexte standardisé où on peut offrir plus de contrôle aux psychologues, aux professionnels en santé mentale, aux chercheurs. C'est plus attirant pour les personnes qui veulent avoir accès à des thérapies. On réalise que c'est plus motivant. Ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire de façon traditionnelle, in vivo. On en parle dans quelques instants. Et ça facilite, ça permet d'avoir accès à plusieurs contextes, ce qui est important également dans différents troubles, notamment les troubles anxieux, où on veut varier les contextes pour faciliter l'apprentissage émotionnel. Je vais commencer par vous parler des troubles anxieux. Le but, c'est vraiment de faire le survol des applications. Je sais qu'il y a des applications en santé qui ont été abordées. Je sais que l'idée de tromper le cerveau a été abordée ce matin. Donc, vous avez déjà des choses, des notions, mais je me permets de reprendre un peu parce que s'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas familiers avec des troubles anxieux, vous allez croire qu'on est complètement sadique de ce qu'on fait vivre aux patients. Et vous verrez également que ma façon d'aborder ou de concevoir l'usage de la réalité virtuelle, c'est une vision clinique en premier. La technologie, c'est bien top, mais il faut comprendre à quoi ça sert avant. Et sinon, cliniquement, c'est relativement peu intéressant. Et le domaine d'application en santé mentale où il y a le plus de données empiriques, ce sont les troubles anxieux. On a, depuis les années 2000, même 94-95, on verra dans un instant les premières publications, on a énormément de données pour les troubles anxieux. Il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait. Dans le traitement des troubles anxieux, dans la psychothérapie des troubles anxieux, dans la psychopathologie des troubles anxieux, il y a quelques éléments ou ingrédients qui sont centraux. Lorsqu'arrive un événement déclencheur, par exemple, il y a une explosion, je vois une araignée, selon peu importe comment, si j'ai peur, qu'est-ce qui me fait peur? Lorsqu'il y a un événement qui est déclencheur, ça va être perçu, ça va être détecté par le cerveau et c'est associé à la perception d'une menace. C'est associé à la perception d'un danger potentiel. Et lorsqu'on voit quelque chose comme menaçant, c'est tout à fait normal de réagir avec des émotions, l'émotion étant la peur. Et lorsqu'on a peur, c'est tout à fait normal de vouloir ne plus avoir peur et donc d'éviter ce qui déclenche. Alors, ce qui déclenche ma peur. Alors, si je suis quelqu'un qui est anxieux socialement et j'ai peur du ridicule, je vais probablement éviter de faire des présentations orales dans des conférences parce que ça me fait peur. Et si j'évite, je ne réaliserai jamais que ce n'est pas si dangereux que ça si je commets des bévues. Et il y a toutes les bases neuropsychologiques, neuroscientifiques derrière ça qui nous amènent au système limbique, à l'amygdale, au centre des émotions, qui est super important dans le traitement des troubles anxieux. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au fond, si on regarde le traitement des troubles anxieux, le but de la thérapie des troubles anxieux, puis j'arrive à la réalité virtuelle dans un instant, c'est d'aider le système limbique, l'amygdale, c'est d'aider à l'amygdale à apprendre qu'il n'y a pas de danger et de le faire par l'expérience.
Alors, si j'ai peur de faire des présentations orales, il va falloir que je me pratique à faire des conférences. Mais généralement, les gens anxieux, ils n'ont pas peur des conférences. Ils ont peur de faire des bévues dans les conférences. Et donc, il va falloir que je fasse des conférences où je fais une bévue, où je fais des choses qui sont potentiellement anxiogènes ou qui sont ridicules. Alors là, je mets mon nez de clown, c'est pas très professionnel comme conférencier, j'ai l'air un peu con, ça peut miner ma crédibilité. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Comment mon amygdale va apprendre à passer au travers de cette bévue-là, c'est sur le plan social. Je simplifie un peu, mais on a 35 minutes pour faire le tour. Alors, dans les traitements efficaces, on va parler des thérapies cognitives comportementales. L'essence de la thérapie, c'est de faire face à ce qui nous fait peur, ce qu'on appelle l'exposition. Le but visé, en somme, c'est que l'amygdale apprenne qu'il n'y a pas de danger. Alors, ceux que ça fascine, ben, je vous suggère de lire ou de consulter l'article de Michel Kraft, qui ne concerne pas du tout la réalité virtuelle, mais qui résume tout ce que je viens de vous dire ici en beaucoup plus de détails. Alors, ben, on sait que lorsqu'on prend un patient anxieux ou on met une personne anxieuse en réalité virtuelle, on sait que les immersions en réalité virtuelle ont un impact. Si je prends des phobies des patients et je les mets dans un contexte, on va voir une augmentation ici du rythme cardiaque, une augmentation de la conductivité électrique de la peau, même si les stimuli sont virtuels. Un phobique d'araignée, lorsqu'on lui présente des araignées, on va avoir une augmentation de son anxiété, que ce soit mesuré avec le rythme cardiaque ou avec la conductivité électrique de la peau. Et on voit que d'une séance à l'autre également, le même phénomène se produit et il y a habituation, il y a adaptation de l'être humain. Et ça, ici, c'est une étude qui a bien fait le tour des données. Il y a plusieurs essais cliniques. Je vous parlais d'exposition tout à l'heure. Ben, vous avez ici, moi, en haut, qui essentiellement est en train de faire de l'exposition avec un patient pour la phobie des araignées. Alors, j'ai ma tarentule dans les mains et puis ben, je la prends pour de vrai in vivo. Comme je le disais, le but, c'est que le système limbique apprenne qu'il n'y a pas de danger. Sauf qu'avoir une tarentule, ben, c'est un peu anxiogène dans mon labo. Puis la prendre dans les mains, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, ben, les premières études sur l'efficacité de la réalité virtuelle sont sur l'aviophobie, la phobie des vols en avion. Barbara Rothbaum aux États-Unis. Et je vous résume les données, je ne les présentais pas toutes, mais quand même, je dois vous apporter quelques données pour soutenir mon propos. Ben, c'est que lorsqu'on regarde et ce qu'on voit ici, c'est ben, les patients, lorsqu'ils sont assignés à une thérapie où la condition va être, par exemple, l'exposition va se retrouver à être effectuée, par exemple, je ne suis pas capable de me rendre jusqu'à l'extrême, mais en rouge, avec la thérapie traditionnelle, ici, c'est la liste d'attente. La première colonne, la liste d'attente, la première colonne, c'est des clients qui ont la thérapie à réalité virtuelle. Et qu'est-ce que cette étude démontre? C'est une numération significative du prix au poste, avec des gains qui sont supérieurs à la liste d'attente, comparable que la thérapie, que l'exposition soit in vivo, c'est-à-dire qu'on fasse l'exposition à l'aéroport versus en réalité virtuelle. Et les gains sont maintenus à la relance de 12 mois. Et ce qui est le plus fascinant peut-être, c'est ce qu'on appelle les tests comportementaux. Dans cette étude-ci, ce qu'ils ont offert, c'est on offre un billet d'avion aux patients. Imaginez, bon, Paris, c'est génial, mais supposons qu'on vous offre, oublions la pandémie, là, on vous offre d'aller à Hawaï, on vous offre un billet d'avion gratuit pour Hawaï. Ben, ceux qui disent non, peut-être que vous êtes suffisamment phobique pour faire partie de l'étude. Alors, il n'y a que des patients qui ont refusé de prendre des billets d'avion gratuits, qui se sont retrouvés ici au pré. Et à la fin, on a le nombre de patients qui prennent l'avion pré et à la relance lorsqu'on leur offre un billet d'avion gratuit. Et on voit des taux de succès mesurables. Des phobiques d'avion qui refusent de prendre l'avion. Et par la suite, on a des taux de succès de 80-85% et qui se maintiennent dans le temps. Donc, des données fiables. Si on résume l'efficacité, je ne vous ferai pas toutes les études, ben, il y a une méta-analyse qui a été publiée par le groupe de Paul Emelkamp aux Pays-Bas. Est-ce que vous avez, lorsqu'on a des mesures comportementales comme celle-ci, de donner des billets d'avion, de demander à des patients de toucher à des araignées, ben, ce qu'on voit, c'est que le traitement il est efficace, il fonctionne bien, il fonctionne même très bien. Alors, c'est ce que vous avez ici essentiellement dans ces données-ci, que je vous résume rapidement, en disant ça fonctionne bien. Et vous avez les études ici pour ceux qui sont plus intéressés par les données. Sachez également que j'ai envoyé au Dr. Pierino le PowerPoint en version PDF que vous pouvez avoir au besoin. Sauf que, phénomène fascinant, il faut réaliser que les anxieux, les phobiques, ne réagissent pas de la même façon que les non-phobiques. Ça, c'est fascinant et vous allez le revoir à quelques reprises dans la présentation.
Lorsqu'on présente un environnement virtuel à quelqu'un qui n'est pas phobique, je vous montre un environnement virtuel d'araignée, les chances sont très élevées que vous allez noter « Ah, telle araignée, c'est moche, tel détail, c'est moche, ça ne se déplace pas comme ça. » Parce que vous allez utiliser votre œil critique. C'est normal. Sauf que le phobique ou la phobique, eux, ben, ils n'analysent pas ça avec leur œil critique, ils analysent ça avec leur œil de phobique. Et leur œil de phobique, il est teinté de la réaction de l'amygdale, du système limbique, qui voit la menace, qui déclenche immédiatement la réaction d'anxiété. Et ce qu'on voit, c'est lorsqu'on compare, par exemple, la réaction de personnes non phobiques ou phobiques dans un environnement virtuel, bien, ce que vous allez voir, c'est la même chose ici dans l'autre côté. Ce que vous allez voir, c'est que les réactions sont différentes et beaucoup plus anxiogènes. Un phobique d'araignée va trouver moche un environnement virtuel de serpent, mais un phobique d'araignée va être anxieux dans un environnement moche virtuel pour les araignées. Alors, l'émotion vient teinter énormément le traitement de l'information, et ça, ce sera une information à conserver à l'esprit parce qu'on a beaucoup la question de réalisme qu'on se pose régulièrement, et là, vous avez des données, je pourrais vous les donner dans un instant. On peut se demander qu'est-ce qui prédit l'efficacité? Quels sont les prédicteurs d'efficacité? Lorsqu'on fait les thérapies dont je vous ai parlé tout à l'heure, thérapie cognitive comportementale, où il y a de l'exposition en réalité virtuelle, lorsqu'on se demande qu'est-ce qui prédit l'amélioration, on réalise que les prédicteurs d'efficacité qui sont statistiquement significatifs, essentiellement, ce sont les changements des croyances des patients et l'efficacité personnelle. Alors, même si les stimuli sont virtuels, lorsqu'un patient, comme on a ici, apprivoise des araignées en réalité virtuelle, dans cette étude-ci, on pouvait toucher les araignées, mais on voit que le même effet de toucher était peu important dans cette étude-ci. Ce qui compte, c'est les changements des croyances, les changements des croyances et l'augmentation de l'efficacité personnelle que les patients ont lorsqu'ils apprivoisent leur corps. C'est un peu fascinant parce que c'est des stimuli qui sont virtuels. On y reviendra. La question qu'on se pose souvent, est-ce que ça prend plus de bidules et plus de gadgets? Alors, une étude ici qui a été faite en Allemagne, à Würzburg, par Andreas Mühlberger. Et ce qu'on a, c'est phobie des vols en avion, deux conditions. Une condition où on a un système hydraulique, comme ici, et dans le système hydraulique, lorsque l'avion bouge, décolle, se déplace, tout l'avion suit, et le truc suit les mouvements de l'avion. C'est génial, c'est super cool. Ou la même étude, le même traitement, mais la chaise, elle ne bouge pas. Elle est fixe, il n'y a pas de changement. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est les patients, ils préfèrent le truc avec le siège en avion parce que ça suit les déplacements. Mais concrètement, en une séance ou au cours des séances, il n'y a aucune différence sur le plan d'efficacité du traitement. Il n'y a aucune différence sur l'efficacité du traitement. Le traitement est aussi efficace lorsqu'on utilise le siège en avion, qui est lourd, qui est bruyant, qui augmente des frais, versus lorsqu'on ne l'utilise pas. Alors, c'est clairement plus crédible avec ça, mais sur le plan de l'efficacité, ça change rien. Ça nous amène à la question de le réalisme. Et je vous fais grâce, parce que je vois le temps qui file et je veux bien couvrir, je vous fais grâce des détails de l'étude. Mais dans cette étude-ci, ce que les chercheurs se sont posés comme question, c'est dans un environnement virtuel qui est peu réaliste, vous voyez celui-ci qui est en noir et blanc, versus un environnement virtuel qui est très réaliste sur le plan visuel. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'environnement virtuel réaliste est vraiment meilleur que l'environnement virtuel qui est moche? Deux résultats intéressants dans l'étude de Zeeman. Et le premier résultat intéressant, ce n'est pas celui qui, moi, m'intéresse le plus, c'est que celui qui était le plus réaliste, quand vous avez ici le niveau d'anxiété mesuré par le rythme cardiaque dans la condition témoin, disons, et lorsqu'on arrive dans le précipice, il y a une augmentation du rythme cardiaque, et là, celui où il y a la plus grande augmentation, c'est celui où c'est le plus réaliste. Donc, le réaliste, c'est mieux. Moi, ce qui me fascine comme chercheur, c'est dans la grille ici, la condition témoin. Dans la condition témoin, qui est la grille ici, qui est la case bleue, il y a une augmentation significative entre la phase contrôle et l'expérimentation. Alors, lorsque les patients qui sont non phobiques se retrouvent dans un environnement virtuel comme celui-ci, où ils ont essentiellement à voir la profondeur, mais il y a quand même une augmentation du rythme cardiaque et de l'anxiété. Le point ici, même dans un environnement virtuel moche, on retrouve une réaction émotionnelle qui est importante, qui pourrait être
plus forte si l'environnement virtuel est meilleur, mais qui demeure importante. Alors, tout à l'heure, on avait l'étude qui nous montre que les gadgets, c'est bien, mais ça ne change pas l'efficacité. La qualité visuelle, c'est bien, mais ça ne change pas vraiment. Ça change, mais pas de façon catastrophique. Et dans l'étude ici de Bollinger qui a été faite en Suisse, à Basel en Suisse, ils ont comparé la thérapie lorsqu'on fait la thérapie in vivo. Alors, on va en hauteur apprivoiser nos peurs avec les phobiques. On le fait dans une voûte, dans un cave. Ça a peut-être été parlé, peut-être, je ne sais pas ce matin, peut-être que les présentateurs, présentatrices en ont parlé, mais c'est un immense cube avec des images qui sont projetées sur les murs. C'est un truc de millions d'euros. Et vous avez un taux d'efficacité qui est d'amélioration du pré au poste, qui est comparable, qui est significatif, et qui est comparable que ce soit le gros truc de quelques millions versus aller dans l'endroit, ici c'était le ministère de Basel, où il fallait monter les escaliers jusqu'en haut pour apprivoiser nos pas. Par contre, lorsqu'ils ont pris des visiocasques, et là, vous avez tous entendu parler des visiocasques qui sont à la mode, Oculus, HTC et compagnie, et là, on parle des générations précédentes, donc des visiocasques relativement moches, et ce que vous avez, c'est une amélioration significative qui est comparable au fait de le faire in vivo, ça, c'est pas nouveau, mais surtout qui est également comparable aux trucs qui coûtent plusieurs millions. Paul Emmelkamp, aux Pays-Bas, ont fait une étude à peu près similaire qui a le même résultat. Alors, ça fait plusieurs études qui nous disent que lorsque on ajoute des stimuli, lorsqu'on met des trucs qui sont fascinants sur le plan du réalisme, on a très peu de gains et généralement des gains qui ne sont pas statistiquement significatifs. Vous me direz, Stéphane, c'est très intéressant, mais on parle de phobie. Les phobies, c'est important, mais c'est les troubles anxieux complexes qui nous intéressent. D'accord? Passons aux troubles anxieux complexes. Quand on regarde ici, la première étude qui a été faite extrêmement rigoureuse avec les troubles anxieux complexes, c'est l'étude sur le trouble panique avec l'agoraphobie de Cristina Botella en Espagne. Il y avait eu d'autres études de fait auparavant, notamment par Evelyne Klinger en France, impliquant certaines personnes dans la salle ici, mais il n'y avait pas la condition témoin, donc il y avait d'autres études avant. Et je pense que l'étude qui a vraiment planté le clou, si je pourrais dire, si je peux prendre l'expression, qui a vraiment confirmé la chose, c'est l'étude de Botella, parce que là, on a l'assignation au hasard entre les patients qui ont la thérapie traditionnelle in vivo, en réalité virtuelle, liste d'attente, prolonge 12 mois, et là, on a tout ce qu'il faut pour avoir un essai clinique randomisé traditionnel. Et ce qu'on voit, c'est une amélioration significative du pré au poste. La même chanson, la même ritournelle, la même conclusion qu'on avait pour les phobies spécifiques. Amélioration significative du pré au poste, le traitement incomparable lorsqu'on le fait en réalité virtuelle ou on le fait in vivo, et c'est bien entendu supérieur à la liste d'attente. On s'y attendait bien entendu. Alors, ça a été fait, ça a été répliqué. La comparaison, par contre, qui était peut-être attendue, c'est sur l'anxiété sociale. L'étude de Klinger, avant, on n'avait pas de comparaison de témoins avec un traitement standard comparable. La TCC était faite en groupe versus en individuel. Alors qu'ici, dans cette étude-ci, qui a été publiée en 2017, ce que vous avez, c'est des patients qui sont assignés au hasard. On n'a pas les mêmes environnements virtuels que Klinger, au passage, mais vous avez la liste d'attente, qui n'a pas d'amélioration du pré au poste. Ceux qui ont la thérapie en bleu, ils sont assignés au hasard avec thérapie par exposition traditionnelle. Alors, on va faire des conneries sociales, on va faire le pitre, comme on a ici, dans différents endroits. Et vous avez une amélioration significative du pré au poste, supérieure à la liste d'attente, maintien des gains à la relance, il n'y a rien de nouveau dans ça. Par contre, la ligne en rouge, c'est le taux d'amélioration des patients lorsqu'on a fait la thérapie uniquement par exposition. Et ce qu'on voit, c'est une amélioration significative et sur certaines mesures, elle est même plus grande en réalité virtuelle qu'en in vivo. En fait, sur 2 mesures sur 5, elle est plus grande. Soyons objectifs sur le plan, ou rigoureux sur le plan de la recherche. Donc, 2 sur 5, je ne pourrais pas conclure que c'est plus efficace, mais nous sommes clairement en position pour conclure que la réalité virtuelle n'était pas moins efficace. Ce qui est intéressant dans cette étude-ci, à mon avis, c'est également, c'est sûr que je suis biaisé parce que j'ai collaboré à l'étude, mais c'est mon projet, mais on a mesuré également la quantité d'efforts. On a calculé les coûts pour les psys et pour le système de santé. Ça, c'est la quantité d'efforts requis pour faire le programme de thérapie d'exposition in vivo et pour le faire en réalité virtuelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a significativement moins d'efforts. Dit autrement, c'est beaucoup moins
rebutant pour les thérapeutes, pour les patients aussi, mais pour les thérapeutes, les psys, de faire l'exposition. Ça coûte moins cher. Après à peu près 7 séances pour 20 patients, là, après 7 séances à peu près, ça devient même plus avantageux sur le plan du ratio coût-bénéfice. Donc, non seulement on a l'efficacité, mais on parle maintenant d'efficience, ce qui est particulièrement intéressant. Il y a d'autres troubles anxieux qui ont été testés. Je ne peux pas élaborer toutes les études parce qu'il me reste 15 minutes, mais on a les troubles obsessionnels compulsifs, le TOC, la contamination. On voit qu'on a une augmentation significative. C'est fascinant. Les gens qui sont TOC ont peur d'attraper des virus dans un environnement virtuel dégueulasse, une salle de bain, une toilette, des WC, mais c'est virtuel. Mais quand même, on a encore la même réaction ici. On a beaucoup d'études sur le trouble de stress post-traumatique qui ont été effectuées de par le monde. Et encore là, on voit l'efficacité. Alors, si je prends un résumé, méta-analyse de Fernandez-Alvarez, en gros, qu'est-ce qu'on retient? Ben, non seulement pour les phobies que j'en ai parlé, mais là maintenant pour les troubles anxieux complexes, ce qu'on retient, c'est que le traitement, il est supérieur lorsqu'il est effectué en réalité virtuelle, il est supérieur à la liste d'attente. Alors, il est toujours supérieur à la liste d'attente. On a des traitements qui sont efficaces. Il y a une étude ici où ça a moins bien sorti, mais le reste du temps, on est supérieur à la liste d'attente. Et lorsqu'on compare avec un traitement traditionnel, on arrive à des taux d'efficacité qui sont comparables. Ce n'est pas inférieur. Un peu moche que ce ne soit pas supérieur, j'en parle dans un instant. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça fonctionne? C'est le sentiment de présence. Alors, pourquoi ça fonctionne? On a l'impression que le système, vous avez ici au fond un cerveau qui se retrouve dans un visiocasque, un vieux modèle de lunettes de réalité virtuelle. Vous avez mon système limbique, mon amygdale ici, et ce qu'on croit, c'est que ce que les données nous laissent croire, parce que ce n'est pas suffisamment bien démontré pour l'instant, mais l'idée, c'est on a l'impression que lorsque le sentiment de présence est là, lorsqu'on oublie que l'environnement est virtuel, mais on traite les stimuli comme s'ils étaient vrais, on a le même traitement de l'information, ça c'est bien documenté, le même traitement de l'information se déroule en réalité virtuelle lorsqu'on fait l'exposition. Sentiment de présence, c'est quoi? Pour simplifier, je vous invite à vous documenter sur l'illusion de Pinocchio, qui est la plus fascinante, mais en 15-20 minutes, il reste 15 minutes, on n'a pas le temps. Je préfère élaborer les autres applications. Mais l'idée, au fond, vous avez ici deux illusions perceptuelles. Vous êtes familière et familier avec les illusions perceptuelles. Une illusion d'optique, une illusion perceptuelle, au fond, c'est lorsque le cerveau ne sait pas trop comment interpréter l'information, il lui accorde un sens, basé sur ce qui est le plus plausible. Les illusions très simples, comme le triangle de Canisa, le cerveau va comprendre qu'ici, il y a un triangle blanc devant des ronds noirs. Mais on peut aussi avoir des illusions qui sont multisensorielles. Lorsque, par exemple, on touche le nez de quelqu'un qui est devant nous, et si je touche le nez de quelqu'un qui est devant nous, j'ai les yeux fermés, et quelqu'un touche mon nez exactement au même moment, l'illusion de Pinocchio qui est illustrée ici, ce qu'on se retrouve, c'est avec des illusions qui sont multisensorielles. Alors, j'explique un peu ici, parce qu'il y a des données fascinantes qui viennent de l'Europe, qui ont été faites. J'explique un petit peu la méthode. Si ça n'a pas été déjà abordé aujourd'hui, sinon je m'en excuse si je me répète. Mais vous avez ici l'expérimentatrice. Alors, le participant qui se trouve être là ici, disons que c'est moi ou c'est vous. Disons que c'est vous. Vous avez des lunettes de réalité virtuelle. Ce que vous voyez dans vos lunettes de réalité virtuelle vient en fait de l'image de la caméra qui est ici. Alors, vous avez l'image de la caméra qui est sur la tête du mannequin. Alors, le mannequin, l'image pointe en bas. Ce que vous voyez essentiellement, c'est l'image qui est ici. Donc, moi, je suis très content parce que sur le plan des pectoraux, ça m'avantage. Donc, et l'assistante de recherche ici va toucher l'abdomen du mannequin avec un pinceau en même temps qu'elle touche votre abdomen avec son doigt. Alors, je résume. Ce que vous voyez, c'est le point de vue d'ici. Ce que vous voyez, c'est qu'elle touche votre ventre. Ce que vous ressentez, c'est de façon synchronisée exactement le même sentiment de toucher. Et ce que les gens ont l'impression, c'est que cela devient leur corps. Ils ont l'impression qu'ils se retrouvent dans le corps du mannequin. Et dans l'étude de Herson ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé le pinceau, par exemple, par un couteau. Et là, on perfore l'abdomen et on a une réaction chez les participants comme si c'était vrai. On a la réaction de sursaut, etc.
Bien, une étude a été faite ici par Blanquet, où on touche le corps, vous êtes couché, on touche votre corps, mais ce que vous voyez, ce sont des jambes de géants, des jambes d'humains, des jambes de poupées et des jambes de poupées Barbie. Alors, vous avez des jambes toutes mini, mini, mini. Et les gens ont l'impression d'avoir des petites jambes. Donc, je résume une publication qui est sortie tout récemment. Essentiellement, le sentiment de présence qui, à mon avis, a été abordé cet après-midi, c'est essentiellement une fichtrement bonne illusion qui est basée sur l'intégration multisensorielle. Lorsqu'il y a l'interaction, que je vous parlais dans la définition de Fukubertos, lorsqu'il y a intégration multisensorielle, on bluffe le cerveau et on croit que c'est vrai. Avant de terminer sur les troubles anxieux puis aborder les autres psychopathologies, je vous mentionnais, les études nous montrent que c'est tout aussi efficace, mais pas plus. Je crois que les chercheurs dans le domaine de la réalité virtuelle, moi y compris, on a un peu manqué de créativité parce qu'essentiellement, ce qu'on a refait en réalité virtuelle, c'est la même chose qu'une vivo. Alors, le patient, ils apprivoisent ses peurs, mais de la même façon. Alors que le maintenant défunt Albert Bandura, que vous connaissez probablement, a fait une étude dans les années 76, 77, où on lui a posé la question au docteur Bandura, est-ce qu'un phobique de serpent dans la thérapie, est-ce qu'il doit tenir le serpent dans ses mains? Est-ce que personne tient un boa dans ses mains? Presque personne. Et leur étude a montré que oui, effectivement, si on va à la limite, au-delà même de ce qu'on ferait normalement, on réussit à avoir des traitements qui sont plus efficaces. Et là, on revient à l'amygdale, à mon cerveau que j'avais tout à l'heure. L'essence, les données en neurosciences n'étaient pas là à l'époque de Bandura, mais l'interprétation maintenant qu'on donnerait, c'est ça permet au système limbique, au centre des émotions, d'apprendre avec confiance qu'il n'y a pas de danger. Parce que si je suis capable de tenir un serpent, probablement que si j'en vois un qui traverse la rue ou une vipère, c'est pas si je n'ai calculé, je n'ai pas besoin d'avoir la réaction intense du phobique. Alors, ce qu'on peut faire maintenant en réalité virtuelle, et là, c'est ce que les recherches ont commencé à explorer, c'est est-ce qu'on peut prendre la réalité virtuelle pour rendre le traitement plus efficace. Et si on veut rendre le traitement plus efficace, on pourrait faire en réalité virtuelle ce que l'on n'ose pas faire in vivo. Par exemple, phobie des hauteurs, se lancer dans le vide. Alors, on a une étude qui a été terminée récemment où ce qu'on a regardé, c'est lorsqu'on demande à un phobique de hauteur dans la réalité virtuelle, lorsqu'on fait l'exposition, de plonger dans le vide. Au début, ils ne veulent pas. Après un moment, ils hésitent. On a des larmes. Et après ça, on a des rires. Parce que le patient comprend, par expérience, qu'il n'est pas happé par le vide. Il ne va tomber que quand il saute. Et là, il peut danser, il peut tourner en rond, il peut presque faire des pirouettes sur la planche, pour autant qu'il ne le fasse pas dans le vide, il ne tombe pas. Ça, on ne pourra jamais apprendre ça in vivo parce qu'on va avoir des décès. Donc, c'est la prochaine frontière dans le traitement des troubles anxieux. On commence à regarder maintenant, par exemple, dans l'anxiété sociale. Est-ce qu'on pourrait faire des choses qu'on n'oserait pas faire en réalité objective, in vivo, parce que ça serait beaucoup trop désagréable, par exemple. Il y a d'autres études qui se sont intéressées aux dépendances. Si on essaie de regarder plus large que uniquement les troubles anxieux maintenant, alors je passe à d'autres problématiques, il y a des études sur les dépendances qui existent depuis longtemps. Il y a des études qui ont été faites sur la dépendance au tabac, par exemple. Il y a des études qui ont été faites sur le jeu pathologique, alors la dépendance au jeu. Et on a dans les deux cas, ce qu'on voit dans les études sur le tabac, sur le jeu, j'en présenterai d'autres sur l'alcool dans un moment, ce qu'on voit, c'est que, oui, les gens qui ont une addiction, ils réagissent aux stimuli pour lesquels ils sont addictés dans les environnements virtuels. Dépendance au tabac, il y a une augmentation des cravings, du désir de consommer. Jeu pathologique, il y a une augmentation du désir de jouer. Et ce qui est intéressant cliniquement, c'est que comme professionnel, comme si on peut avoir accès, lorsqu'on analyse de façon fine le discours des patients dans les rencontres, oui, on peut induire des sensations de craving, de désir qui sont chargées émotionnellement, mais surtout, on a accès à du contenu auquel on n'avait pas accès. Et c'est le contenu qui est important sur le plan de la thérapie. Alors, je vous fais grâce des essences, des détails de toute cette étude-là, mais ce qu'on voit, c'est que la réalité virtuelle, lorsqu'on place les patients qui ont une addiction dans ce qui déclenche leur craving, leur désir de consommer, leur désir de jouer,
bref, leur addiction, on a accès à du matériel thérapeutique auquel on n'a pas accès autrement. Et ce qu'on voit, je vous avais parlé de l'étude sur les phobiques, une étude qui a été faite à Liège, peut-être qu'elle a été présentée par le Dr. Étienne Couteau, mais ce qu'on a, c'est que lorsqu'on compare, par exemple, des gros buveurs et des petits buveurs, on a le même profil de réaction que lorsqu'on avait des anxieux phobiques et non phobiques. Alors, on voit que même si les stimuli sont virtuels, les utilisateurs, les personnes immergées réagissent avec leur amygdale, avec leur système limbique, même si les stimuli sont moins réalistes. Troubles alimentaires, il y a des études qui ont été faites sur les troubles alimentaires, beaucoup en Espagne et en Italie, où on voit qu'on peut regarder, travailler sur l'image du corps, par exemple. On peut même également avoir des perspectives beaucoup plus cognitives du processus. Je pense ici aux travaux de Montuy-Blanc, où lorsqu'on place une personne en réalité virtuelle, on peut lui demander de comparer son corps pour savoir à quel corps, imaginez que je suis anorexique, je vais lui demander quel corps est-ce que je préfère, quel corps ressemble au mien, et quel corps j'espérerais avoir. Déjà, vous avez une idée de la réponse que le patient pourrait donner. Probablement que la personne anorexique ne voudra pas être la personne anorexique. Par contre, ce qui est fascinant, c'est qu'on peut se retrouver dans le corps de la personne et partir du point de vue allocentrique, je vois la personne, et se retrouver dans le point de vue égocentrique, je regarde et c'est maintenant mon corps. Je vous ai parlé des illusions précédentes où on peut s'approprier le corps de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, avec les patients qui ont des problèmes, notamment, par exemple, à l'image corporelle, non seulement ils peuvent observer des choses, on peut leur faire vivre des choses, des émotions, aller chercher des croyances, des cognitions, des réactions physiologiques en fonction de comment leur corps est perçu. Pas juste visuellement, mais de façon incarnée, ce qui est beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est efficace pour le traitement de l'obésité? L'étude en Italie a montré que si on inclut la réalité virtuelle, le traitement peut être plus efficace. Il y a des études sur la douleur. Je vais en parler rapidement pour vous dire qu'il y a des études qui ont été faites sur la douleur et sur la distraction de la douleur qui pourraient être intéressantes. Maintenant, ce qui retient beaucoup l'attention maintenant dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale, c'est les études sur la schizophrénie. Dans les années 90, pas 2010, on ne voulait pas mettre des patients schizophrènes dans des environnements virtuels parce qu'on se disait on a un enjeu éthique, peut-être que s'ils ont de la difficulté à jauger la réalité, peut-être qu'on ne devrait pas leur présenter une réalité virtuelle. Alors, les études qui ont été menées ici en Angleterre montrent que si on prend un patient schizophrène et on l'immerge dans un environnement virtuel, il ne sera pas plus schizophrène, il ne sera pas plus délirant, il n'y a pas plus de délire, d'hallucination, etc. Bon, on n'est pas ça. On ne parle pas d'un patient qui se présente à l'urgence désorganisée, là, on parle d'un patient qui est en suivi. Mais, alors, ça a ouvert la voie, les travaux en Angleterre et les travaux en Corée ont ouvert la voie à la possibilité d'utiliser la réalité virtuelle pour l'inclure dans le traitement de la schizophrénie. L'étude ici de Podcolder qui a été faite aux Pays-Bas, qui est, à mon avis, l'étude la plus intéressante, je vous expliquerai dans un moment pourquoi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'on se retrouve, vous avez quelqu'un qui a une sorte de paranoïa, et on va se retrouver dans différents endroits, des endroits du quotidien, un café, un restaurant, au supermarché, et on va pouvoir travailler le sentiment de délire et de persécution et de paranoïa qu'on peut faire, mais on n'a pas besoin d'aller dans un restaurant, dans un café avec le patient, et on peut contrôler les personnages virtuels pour qu'ils réagissent de façon à ce que ce soit utile pour le patient. Pourquoi je dis que cette étude-là est la plus intéressante? Parce que cette étude-là montre qu'il y a une amélioration. Si on regarde l'étude, ce qu'on voit, c'est que du pré au poste, il y a eu une amélioration qui est significative. Et le traitement, la ligne en bleu, ce que vous avez, c'est l'intensité de la paranoïa. Et l'intensité de la paranoïa est significativement plus faible au poste et à la relance thrombose. Donc, on est capable d'avoir accès à du matériel. C'est les 4 ou 5 premières études. On n'est pas rendu à ce qu'on a comme données pour le trouble anxieux, mais on voit que ça tient la route. Ce qui attire beaucoup l'attention, présentement, c'est les études de l'EF, entre autres, qui a baptisé ça avatar thérapie. L'idée d'avatar thérapie, c'est que vous demandez aux patients schizophrènes de recréer un personnage. Et si moi, j'ai peur d'une dame aux cheveux gris avec des grands yeux, et c'est ça mon délire et mon hallucination, mais on va le recréer. Le psy va prendre le micro, parler au micro, et c'est mon démon qui va me parler. Et là, on va essayer d'engager une discussion avec mon démon, avec ce que je crains le plus, pour voir si je peux
apprendre à additionner, à ajouter ces éléments-là à la thérapie. L'étude a fait beaucoup de bruit parce que c'est fascinant. Si vous regardez le tableau de l'autre côté, il y a beaucoup de mesures. Il n'y a pas de correction de bonne ferromie et c'est significativement supérieur sur une mesure. Alors, à mon avis, c'est intéressant, prometteur, mais ça reste à travailler encore plus. Il y a une étude au Québec qui va être publiée bientôt et qui avance rapidement, qui donne un peu plus de crédit à la démarche. Mais il y a d'autres applications. Il y en a pour l'autisme, il y en a pour l'évaluation des préférences sexuelles, il y en a pour l'évaluation du TDAH. Il me reste à peu près 3 minutes avant la période de questions. Donc, il me reste à peu près 6 diapos, ne vous en faites pas. Mais je veux simplement dire qu'on peut, en réalité virtuelle, si on pense aux neurosciences, par exemple, recréer des situations de la vie quotidienne. Par exemple, aller faire ses courses et vous devez acheter un chapeau et un ananas. Alors, si vous souffrez d'Alzheimer, par exemple, est-ce que vous êtes capable de vous rappeler des différentes tâches? Alors, l'étude ici par Émilie Ouellette et Sylvie Belleville montre qu'on peut reproduire des tâches complexes de mémorisation dans des environnements virtuels, ce qui m'amène essentiellement à la méta-analyse qui a été publiée, où on voit que lorsqu'on compare des études, où on regarde les réactions des sujets contrôle, et puis les sujets contrôle et les sujets cliniques, les sujets contrôle, ils sous-performent. Ils surperforment par rapport aux sujets cliniques dans les tâches d'évaluation neurocognitive en réalité virtuelle. Donc, je reprends un peu parce que c'est le contraire de ce que je disais pour les phobies. Alors, normalement, un patient qui a des déficits cognitifs devrait sous-performer et on voit qu'effectivement, il sous-performe par rapport au sujet contrôle. Alors, il y a des tâches pour la rééducation cognitive. Il y a une liste de tâches. En fait, mon cours de cyberpsychologie dure 45 heures à l'Université du Québec en Outaouais, à l'UQO. Donc, il y a matière à faire beaucoup de choses. Mais, si j'arrive, je veux laisser du temps pour la période de questions. Ma dernière diapo, c'est en conclusion, qu'est-ce que vous devez retenir? La réalité virtuelle est efficace pour effectuer ce qu'on appelle l'exposition dans le traitement des personnes qui souffrent de troubles d'anxiété. C'est bien documenté. C'est super bien documenté pour les phobies spécifiques. C'est de mieux en mieux documenté pour les troubles anxieux complexes. Ça semble efficace pour d'autres maladies mentales. Il y a de plus en plus d'études, mais on n'est pas rendu à un corpus d'études suffisant pour pouvoir avoir des affirmations aussi fermes que celles que j'ai faites pour les troubles anxieux. C'est pour ça que j'ai pris plus de temps sur les troubles anxieux. On réalise que le sentiment de présence, alors l'idée, je reprends le titre de mon collègue Tisseron, mais de tromper le cerveau, me semble significatif et très important. La réalité virtuelle ne modifie pas la nature de la psychothérapie, par contre. Alors, les professionnels incompétents vont demeurer incompétents en réalité virtuelle. Alors que la personne compétente comprend que l'anxieux, il réfléchit avec ses émotions et non pas juste avec son préfrontal et son analyse logique. Et le professionnel pourra utiliser ces subtilités-là pour augmenter le potentiel de l'environnement virtuel. En neurosciences, on a de plus en plus d'applications, ça foisonne, il y a beaucoup d'expérimentations, de tâches expérimentales qui sont utilisées, et ce qui nous amène à dire que le design, la création des environnements doit être guidé par la science, et les réels besoins identifiables sur le terrain, ce n'est pas parce qu'on a un nouveau jouet qu'il faut développer une application, il faut être capable de bien travailler pour ça. Et c'est important de ne pas réinventer la roue. C'est mon dernier point. Depuis 1999 que je m'intéresse à la réalité virtuelle, ce n'était pas populaire à l'époque. Depuis que ça devient populaire, on voit plein de startups et de jeunes chercheurs ou de chercheurs plus expérimentés qui reposent les mêmes questions pour lesquelles les données ont été publiées il y a 5 ans, 10 ans. Donc, c'est important de ne pas réinventer la roue et surtout de collaborer parce que c'est un peu ennuyant si on doit chacun développer nos environnements virtuels de notre côté parce qu'on perd énormément de temps et d'énergie et de ressources à faire du développement technologique, alors que ce qui est beaucoup plus fascinant, c'est de faire de la science. Yes. Merci beaucoup Stéphane pour cette vraiment présentation très passionnante. Donc, je laisse la parole à la salle avant moi-même de te poser une question. Alors, bon, en attendant que les questions viennent, donc tu as parlé beaucoup de l'anxiété, et donc en ce moment, on est très intéressé par justement les capacités d'embodiment, mais aussi pour des troubles du soi.
Donc vraiment de l'image de soi, mais pas seulement en termes de corps, mais aussi plus de représentation éventuellement plus narrative, etc. Est-ce que tu penses que c'est des bonnes pistes de pouvoir essayer d'utiliser la réalité virtuelle dans le domaine clinique pour des pathologies du soi? Je pense à l'autisme, à la schizophrénie par exemple, mais dans les côtés pas seulement minimaux, mais aussi les côtés plus narratifs. Je suis à 100% d'accord. Ça fait partie des voies d'avenir. Euh, oui. Je pense à l'autisme, par exemple. Ben, déjà, dans l'autisme, il y a l'idée d'être capable de comprendre l'autre et de décoder l'interaction sociale. Alors, on a fait quelques projets pilotes et des collègues qui travaillent sur ça ailleurs dans le monde. Mais on peut avoir des environnements virtuels où on interagit avec un personnage et on peut mettre l'univers sur pause et aider l'autiste à voir qu'est-ce qui vient de se dérouler dans l'environnement, puis après ça, d'apprendre à comprendre l'autre personne et à lire l'autre personne. Alors, il y a des applications là. On a parlé que, tu as dit, bon, c'est pas le but, mais dans la différence entre la perspective allocentrique et égocentrique. Lorsque je vis des choses de façon incarnée, on réalise de plus en plus qu'on traite l'information différemment de lorsqu'on la regarde se dérouler chez quelqu'un d'autre. On a un peu l'information avec les neurones miroirs, mais on a beaucoup plus lorsqu'on le vit. Alors oui, tout à fait, l'expérience du corps est importante. Il y a des études, des travaux qui se déroulent présentement aux Pays-Bas, où on fait le traitement du stress post-traumatique, mais en marchant. Et juste le fait de marcher, d'être incarné dans notre histoire pour les militaires qui racontent des trucs qu'ils ont vécus, augmente aussi. Donc, c'est beaucoup plus que le visuel et ça nous ouvre des portes fascinantes dans tout ce qui est l'analyse du soi. Oui. Merci beaucoup Stéphane. Alors peut-être maintenant une question dans la salle. Ah, tu les as tellement impressionnés qu'ils n'ont plus de questions. Bon, moi je suis très curieuse, excusez-moi, j'en ai une autre. Donc, je parle du soi qui m'intéresse. Et la construction d'identité, c'est aussi se projeter dans le futur. Et donc, on sait très bien que aussi dans l'adhésion à la thérapie, le fait de pouvoir envisager l'intérêt de la thérapie est aussi une grande part le fait que ça marche et qu'il y ait une adhésion. Est-ce que tu penses que justement les techniques que tu développes pourraient permettre aussi aux personnes de s'envisager dans le futur et pour essayer de justement améliorer l'adhésion à ce que tu leur proposes dans le présent? Oui. Il y a le futur. En fait, le futur, bon, c'est très théorique. Mais le futur, ce que je veux dire, c'est essentiellement quelque chose d'autre. C'est moi qui me positionne dans le temps, mais alors, il y a des études qui ont été faites, par exemple, comment on ressent le fait d'être une victime? Alors, il y a des études, par exemple, par Slater, où ce sont des hommes qu'on veut faire croire que c'est leur corps virtuel, et après ça, c'est un corps féminin, et ils se retrouvent à être victimes d'un agresseur. On n'est pas dans le futur parce qu'on parle concurremment dans le temps, mais il s'agirait que l'environnement virtuel soit futuriste ou soit à l'hiver, qu'on pourrait se projeter dans le temps. Et donc, le contexte visuel pourrait faire la dimension projetée. Et oui, on voit qu'on peut sensibiliser les gens, développer l'empathie à des interactions où des hommes ont des corps de femmes et sont victimes d'agressions envers des femmes et s'approprient quand même la chose. On a la même chose sur des dimensions de couleur de peau, où des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que la victime sont capables de s'approprier et donc de développer l'empathie. Alors, sans dire que dans le futur, je deviendrai une femme, je peux me voir, moi, projeté dans le futur, dans un contexte visuel différent, et je vois mal pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Parce que ça fonctionne au concurrent avec d'autres corps. Oui, je suis d'accord. Notamment, là, en ce moment, on est en train d'incarner des jeunes dans leurs avatars avec 40 ans de plus. Donc, on te dira ce que ça donne. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois une question là-bas. Je te dirai la question parce que je ne crois pas que tu l'entends. Bonjour. Et du coup, vous disiez tout à l'heure que la qualité finalement du graphisme n'était pas une fleur en soi,
moche, la personne va quand même identifier ses alternatives, ça va quand même déclencher sa phobie. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas là une dérive possible des producteurs de contenu qui sera de dire, bah, tant pis, c'est pas très joli, on va laisser comme ça, et qui du coup ne permettrait pas d'aller plus loin dans la partie publicité tout à l'heure, à dire que généralement, le but c'est d'aller plus loin et de pouvoir après aller jusque dans les parties publicité. Alors, tu n'as pas entendu, hein, Stéphane, donc je te dis. C'était sur ta partie de ta présentation sur justement le degré de détail des environnements, et tu avais l'air de dire que finalement, c'est pas la peine que ce soit très précis, finalement, ça déclenche les mêmes comportements, donc... excusez-moi, je ne sais plus votre nom. La dame qui te pose la question voulait savoir si ça ne peut pas être dangereux, notamment pour les constructeurs de contenu, sachant que finalement, peu importe le degré de granularité, de précision, que ça va marcher, que finalement, de vendre des produits de moyenne qualité, par exemple. Oui, la question a plusieurs niveaux et c'est très intéressant que j'ai quelques minutes de plus pour apporter des nuances. Je continue à maintenir que le réalisme parfait n'est pas nécessaire. On a besoin d'un réalisme suffisant. L'enjeu, c'est de définir le suffisant. Il y a une question de seuil. Maintenant, la nuance va beaucoup porter sur qui va utiliser l'environnement, pourquoi. Les premières études de Rothbaum, par exemple, les environnements virtuels étaient ultra moches. Ça fonctionnait. On ne sait pas clair maintenant si ça fonctionnerait encore, parce que comme société, comme humain, on a augmenté un peu nos standards. Donc, ça demeure à dire. Mais on a vu l'étude en noir et blanc où ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est si je travaille pour un centre récréatif, je travaille pour Euro Disney ou pour... C'est sûr que je veux, ou le cinéma, je veux quelque chose qui va aller chercher toute la population. Donc, je vais vouloir quelque chose qui est crédible. Alors que pour les phobies, pour quelque chose qui est vraiment très, très spécifique, il y a une nuance dans le réalisme qui se perd. Donc, il y a vraiment une combinaison, un match, un pairage entre le besoin et la pathologie. Maintenant, l'autre volet de la question, c'est oui, mais les environnements virtuels qui sont moches, les gens ils les regardent, ça ne m'intéresse pas. Et l'aspect motivationnel demeure important pour la thérapie. Alors, c'est sûr qu'un environnement virtuel qui est boboche, qui est vraiment mauvais, risque d'être peu attractif. Et même si viscéralement j'y réagis, pour les compagnies, on va vouloir vous procurer, ou les compagnies vont vouloir vous offrir des produits qui sont plus jolis, plus beaux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est important qu'ils soient plus beaux, plus jolis, ou qu'ils soient bien sur la bonne cible? Et je donne l'exemple de la phobie des araignées. Dans les araignées, il y a beaucoup la démarche de l'araignée, qui est très gracieuse et qui va susciter le dégoût, parce qu'il y a 8 pattes, puis c'est pas normal d'avoir 8 pattes. Et donc, ce mouvement-là est beaucoup plus important que la qualité des poils de l'araignée. Alors, il faut bien aller chercher les bons ingrédients pour mettre les